Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la bande à Khalil en compagnie de nos chroniqueurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir, Khalil. Vous allez tous bien, j'espère. Super. Ça va. Bien, à la une aujourd'hui, on parlera du cas Bredoumi Somela qui a été placé sous mandat de dépôt depuis jeudi dernier. On reviendra aussi sur la déclaration du président Gbagbo ce samedi à l'occasion du lancement de l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. L'ancien président a réaffirmé son opposition au 4e mandat. Comment, sous quelle forme? On débattra dans cette émission. Maître Kakou, député Bredoumi Somela, porte-parole du PDC-RDA, est poursuivi pour 11 chefs d'accusation, actes terroristes, appel à l'insurrection, appel à la haine, à la xénophobie, vol, incendie volontaire de biens publics, de biens privés, incitation au meurtre, complot contre l'autorité de l'État. Il est également accusé d'atteinte à la sécurité de l'État, atteinte à l'ordre public, incitation à la révolte populaire pour non-observation d'une décision de justice administrative et pour dénonciation calomnieuse. Bon, en tant que homme de droit, on sait que c'est un député, on sait qu'il y a des immunités parlementaires. Enfin, comment ça se fait qu'il soit aujourd'hui en prison sans que la procédure ne soit totalement respectée, finalement? Alors, merci Carlyle. Donc, vous avez parlé d'immunité parlementaire. Effectivement, il en existe aussi en Côte d'Ivoire. Donc, au terme des articles 91 et 92 de la Constitution, le député jouit d'une immunité parlementaire qui va donc agir dans deux sens. D'abord, à l'occasion de ce qu'il fait en sa qualité de député, donc de ses votes, de ses opinions en tant que tel, et puis dans tout ce qui peut survenir en dehors de ce cadre de ce cadre parlementaire. Et donc c'est ici que va jouer de manière plus forte l'immunité, puisqu'ici on va considérer que ce député-là ne peut, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivi devant les juridictions pénales. Être poursuivi, mais pas que, être même auditionné, être même entendu, sauf le cas du crime ou du délit flagrant. Ici, dans le cas Bredoumi Soumaïla, le parquet l'a entendu dès son retour donc, de France, au lendemain en tout cas de son retour de France. Le parquet l'a fait entendre par des officiers de police judiciaire avec la présence de ses avocats et a décidé, malgré tout, malgré les observations de ses conseils, selon ce qu'on a pu entendre de Maître Blessy, de le faire entendre au motif qu'ici, il y aurait bel et bien crime ou délit flagrant. Et c'est là tout le nœud du problème, crime ou délit flagrant. L'interprétation qu'en fait le parquet à Abidjan interroge quand même. Il est vrai que déontologiquement, je ne peux pas commenter une procédure dont je n'ai pas, en tout cas, dont j'ignore le fond. Mais bon, sur la forme, on a des 11 chefs de prévention qui sont ici donnés. C'est quoi le flagrant délit? Parce que si on ne le comprend pas, on ne peut pas se dire si c'est juste ou injuste. Le flagrant délit, en fait, c'est le cadre dans lequel on va situer une enquête policière vis-à-vis d'un individu en particulier. C'est-à-dire qu'on va considérer 3 hypothèses. Le crime ou le délit qui vient de se commettre, qui est commis actuellement. Et donc, dans un temps très voisin de l'action, on trouve en possession de cet individu qui aurait commis les faits des objets établissant sa participation aux faits, ou alors cet individu-là est poursuivi par la clameur publique. C'est dans ces 3 cas-là qu'il y a flagrant délit. Et donc, le flagrant délit, il va justifier des pouvoirs plus importants. Donc, une audition dans l'urgence et des pouvoirs de police encore plus importants que cela le serait donc dans le cadre d'une enquête classique dite préliminaire. Et donc ici, la question de la flagrance, il faut analyser la nature de l'infraction. Si le parquet d'Abidjan, moi j'ai entendu ces 11 chefs de poursuite, il m'apparaît difficile de voir ici une infraction qui aurait été commise dans un temps qui justifierait ici qu'on ouvre une enquête de flagrance. Difficile, voire même impossible. Sous réserve d'autres éléments dont on n'a pas parlé dans la presse, puisqu'on ne parle que on ne commente que ces éléments qui circulent dans la presse. Parce qu'ici, je parlais de la nature de l'infraction. Une infraction instantanée. Un meurtre, là vous avez parlé actes terroristes, voilà. Appel à l'insurrection. Il y a ici des infractions dites instantanées. Une infraction instantanée, et donc la flagrance, ça va courir dans ce délai-là. Vous voyez, en France, nous, on a un cadre, parce qu'on s'est aperçu que les parquetiers ont une fâcheuse tendance à un peu déformer tout. On a un cadre. L'enquête de flagrance, on va considérer que la flagrance court au plus tard dans les 48 heures.
c'est posé par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Et l'enquête de flagrance qui va découler du délit ou du crime flagrant ne peut ici durer que 8 jours, sous certaines réserves 16 jours. Tout ça pour empêcher que des parquetiers peu respectueux des textes viennent qualifier la flagrance là où il n'y a pas de flagrance. Ici, dans les 11 chefs de poursuite que vous avez énumérés, rien ici ne révèle le critère de l'infraction continue. Parce que si ici, il y avait une infraction continue, par exemple un recel détention, on vous trouve en possession d'un objet, quel que soit le jour où on vous trouve en possession de cet objet, même si vous l'avez recelé depuis 50 ans, on peut ouvrir une enquête de flagrance. Ici, c'est les infractions que vous avez énumérées, il s'agit d'infractions instantanées. Et donc, retenir la flagrance ici me paraît quand même quelque peu, illégal. Et puis, je finirai par là. Pourquoi à ce jour, alors même qu'il est député, les pouvoirs conférés aux députés au terme de l'article 92 ne sont pas exercés parce qu'ils ont la possibilité de demander la suspension de sa détention. Mais bon, on y reviendra certainement. Une seule réaction sur cette arrestation? Bon, je pense que tout a été dit, donc tout a été résumé en ce qui concerne cette interpellation et les 11 chefs en fait, d'accusation qui nous ont été présentés. Maintenant, en fait, est-ce qu'on a connaissance de tout le dossier? Est-ce qu'on a le fond? C'est ça la question, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que là, selon le statut en fait de M. Bredoumi Soumaïla, effectivement, il ne devait pas être aujourd'hui en fait entre les mains de la justice, parce que s'il y a une immunité parlementaire à respecter, la question à se poser, est-ce qu'il y a cas de flagrance délit? Donc on reste effectivement avec dans l'incertitude avec les arguments qui sont en fait aujourd'hui étalés au grand public. On n'a véritablement pas d'accord d'éléments qui puissent corroborer en fait d'accord la flagrance, si ce n'est que bien évidemment d'accord les 11 chefs d'accusation comme je l'ai dit. Par contre, j'aimerais bien rebondir parce qu'on a un cas d'école lors de l'exemple en fait de Maître Kakou, je me suis souvenu d'une situation qui a eu lieu en fait en 2020, le cas de Mangwa Jacques. Voilà le cas de Mangwa Jacques, on n'avait pas véritablement, d'accord, on n'avait pas pris la main dans le sac Mangwa Jacques avec ses armes, mais effectivement des éléments qui étaient liés en fait, d'accord, à cette dénonciation ont été présentés, puisqu'il y a eu des armes qui ont été retrouvées et qui ont été même présentées. C'était encore le procureur Bramakoné qui était à Boaké à cette époque, d'accord. Donc pour faire une corrélation, là il n'y a pas vraiment d'éléments qui est rattaché à ce cas de flagrant délit. Il y a encore un autre fait qui est important sur la limite du temps, parce que effectivement, Maître Kakou a fait cas des exemples français, d'accord. Il a donné une période bien donnée. Quand on parle de temps, d'accord, d'une période voisine, à quelle limite périodique on peut déterminer, d'accord, cette période voisine. Donc il y a un petit peu... Ça ne peut pas être 6 mois. Non, mais bon, moi je me pose des questions. Donc maintenant, il faudra qu'il nous le détermine. J'ai eu échangé avec certaines personnes qui ont dit qu'il y aurait des éléments de fond. On attend qu'ils exhibent ces éléments de fond et puis on pourra mieux en débattre. Mais sinon, pour l'instant, pour moi, c'est flou. Jean-Yves, on sait que le député était en France depuis plusieurs mois. Il est rentré le lundi 24 novembre. Finalement, est-ce que cette arrestation était inévitable? Et pourquoi ce choix de rentrer à Abidjan, sachant qu'il y a cette épée de Damoclès qui pèse sur sa tête? Bon, moi, franchement, là, je ne saurais le dire parce que la stratégie, effectivement, on l'a tous observé. On a vu combien de fois les gens, ils étaient du côté d'Abidjan, ils attendaient vivement le retour de certaines personnalités, que ce soit du PDCU ou du PPACI, pour les arrêter. Mais ces personnes ont décidé de tester l'appareil, je vais dire, de tester l'état du Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés, on a eu affaire à ces arrestations. Mais en fait, j'aimerais revenir sur parce que moi, j'ai des expressions qui me gênent un peu. C'est-à-dire, c'est vrai que lorsqu'on ne connaît pas le fond du dossier, on ne peut pas se prononcer. Et j'ai l'impression que cet argument-là est devenu aujourd'hui pour le parti au pouvoir. Donc, certaines personnes, ils utilisent ça maintenant pour arrêter tout le monde sans que ça ne puisse, pas choquer, mais sans que ça ne fasse je vais dire, sans que ça ne crée de tollé. Parce que moi, quand j'entends que les éléments du dossier, on ne connaît pas les éléments du dossier, donc on ne peut pas se prononcer. D'accord. Mais aujourd'hui, on est au 21e siècle. Aujourd'hui, on est en 2025. Pourquoi je ne maîtrise pas, peut-être Maître va me dire, mais pourquoi en fait, avec, je vais dire, toute cette évolution, toute cette technologie-là, on en soit encore là. Par exemple, on met des députés à l'arrêt, on les arrête, on les met en prison.
pendant qu'on pouvait faire autrement. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, je lui ai dit qu'une information déformée peut prendre une autre tournure. Aujourd'hui, voilà, nous tous, on est là, on est choqués de cette décision. On se dit, mais un député qui juge d'une immunité parlementaire, on l'arrête avec des chefs d'accusation qui, pour certaines personnes, estiment que c'est trop grave et mettent même, là, si bien dit, pourquoi ne pas mettre ce député-là, par exemple, en résidence surveillée ou en fait, le laisser quand même, mais on a au moins une technologie aujourd'hui de pointe qui permet de pouvoir le suivre, qui permet de pouvoir mener une enquête. Et lorsqu'on a des éléments factuels en ce moment-là, maintenant, on pourra l'arrêter et par la suite, maintenant, faire le communiqué, présenter toutes les pièces pour que personne ne, ne s'en offusque. Mais on se rend compte qu'on arrête et puis on nous parle de procédure qui suit son cours. Donc, on ne peut pas commenter, on ne peut rien dire là-dessus parce qu'on estime qu'on n'a pas les éléments du dossier. Donc, on doit laisser faire. Et donc, pour moi, c'est franchement, je vais dire, aujourd'hui, en 2025, on ne devait plus avoir affaire à ce type d'arrestation, hein. On devait quand même faire évoluer les choses. Moussa, Moi, je vais situer cette arrestation dans un contexte, hein. Il faut rappeler que Maître Bredoumi, je dis Maître Bredoumi, le député, l'honorable Bredoumi, s'était exilé en France dans le contexte de la présidentielle. Et cette présidentielle, on se rappelle qu'elle a été émaillée de pas mal de violences. Et suite à la présidentielle, on se rappelle aussi du dernier Conseil national de sécurité, au cours duquel il a été, l'ordre a été donné de mettre en œuvre tous les moyens de l'État, je veux dire les moyens administratifs et juridiques, de façon à pouvoir mettre la main sur toutes les personnes qui ont été, qui pourraient être, on va dire, associées de près ou de loin à ces violences-là. Et pour moi, cette arrestation, pour moi, c'était plutôt de l'ordre de l'évidence, parce que en ce moment en Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre de personnalités eu égard à leur statut, par exemple, de chef d'État on va dire, pour ne pas créer des troubles, on va dire, ne sont pas inquiétés, mais toutes les autres personnes autour qui, derrière, au cours de la période de la présidentielle, ont tenu un certain nombre de propos suite auxquels il y a eu des mouvements, il y a eu des violences. Pour moi, c'était l'ordre de la cohérence que ces personnes-là puissent être interpellées. Moi, ce qui me dérange dans cela, c'est une sorte de banalisation de la fonction des députés et des précarisations de l'immunité parlementaire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, l'immunité parlementaire. Dans la mesure où, en fait, ce n'est pas une première fois. Et moi, je suis plutôt triste que c'est une énième arrestation d'une série qui date des années 90 avec le PDCI, ensuite dernièrement, je veux dire récemment avec Mangwa Jacques, avec le député Lobognon. Donc, le fait qu'un député puisse du jour au lendemain puisse être arrêté sans et évoquer des motifs des flagrants délits qu'il faut, voilà, on va dire, c'est un trou dans lequel le procureur s'engouffre pour pouvoir justifier ces types d'arrestations. Moi, ça me dérange un peu. Mais comme l'a dit Maître Kakou, moi, je n'ai pas les éléments du dossier. On va dire, on a seulement une partie de la noix de cola qui a été un récit de Maître Blissy. On n'a pas encore la version du procureur. Donc, et en plus, je n'ai pas les éléments. Je n'ai pas les éléments, je n'ai pas les leviers juridiques, je ne suis pas homme de droit, mais pour moi, ça me pose un problème du point de vue de la perception. Et l'autre souci est que Jean-Yves a pu évoquer aussi, c'est que malheureusement en Côte d'Ivoire, la règle, c'est la prison. Moi, je pense que pour une personne, un député qui, sachant bien qu'il avait aussi, comme tu l'as dit, Carlyle, cette épée de Damoclès après celui d'entrer en Côte d'Ivoire, je ne trouve pas des raisons de l'arrêter et de le mettre en prison, alors que tout simplement, on aurait pu le mettre sous contrôle judiciaire. Voilà.
Vous avez la parole en dernier aujourd'hui. Vos réactions face à tout ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a une indignation totale face à cette violation de l'immunité parlementaire. Oui, mais moi, je ne suis vraiment pas indigné. Non, je ne suis pas indigné. Depuis près de 15 ans, la justice ivoirienne n'est pas à sa première irrégularité, je pourrais dire nauséeuse. Ce n'est pas nouveau. Moussa vient de citer le cas de Lobognon, on a parlé de Magua. Tout le monde sait que dans ce pays-là, la justice est instrumentalisée par le régime en place pour intimider ses adversaires politiques. Tout le monde savait que d'une certaine façon, après le résultat des élections données par le Conseil constitutionnel, le Conseil national de sécurité auquel on a assisté, Maître Kakou l'avait dit ici, qu'on allait assister à une distribution de mandat d'arrêt. Ça ne me surprend pas, ça ne m'indigne pas. Mais il y a une sorte de révolte sourde certainement qui est en moi. C'est quoi ça là? On est dans quel pays? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend un florilège de chefs, je ne sais pas si on peut dire d'accusation. C'est ça, c'est l'expression. On met ça sur lui. On a une phase, je dirais, d'instruction, si je ne m'abuse. On a une phase d'instruction. Mais on prend mandat de dépôt. Pour un député qui était à l'étranger, qui prend sur lui de rentrer, on jette les 11 chefs d'accusation ou bien de maintien là, et puis on va trier dedans. Certainement, après l'instruction, on va trouver 2 ou 3. Et puis, c'est sur cette base qu'on va les juger. Mais en attendant, la justice prendra son temps, hein, parce qu'elle n'a pas d'impératif de temps pour juger. Ou bien, voilà, elle peut juger dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. On a vu des gens poursuivis pour on appelle ça la trouble à l'ordre public, qui ont fait 3 ans en prison avant d'être jugés dans ce pays. On a vu des gens qui ont été condamnés pour trouble à l'ordre public, qui ont fait plus de 3 ans. Pourtant, trouble à l'ordre public, là, je crois, le maximum, c'est 3 ans voilà, en Côte d'Ivoire, le maximum. Mais ils ont fait plus. Donc, pour moi, cette situation, c'est vrai, je le dis de façon ironique, quand je le dis, ça ne m'indigne pas, bien au contraire, ça me révolte. On ne peut pas aujourd'hui dans notre pays, et pour moi, c'est cela en fait, c'est ce qui, d'une certaine façon, me fait désespérer un peu de notre classe politique, parce qu'il est bon, quand on veut inquiéter ses adversaires politiques, et ça, on l'a dit ici sur ce plateau, hein, la justice, du moins le régime en place, allait utiliser la justice pour opérer cette pression dans le but tout simplement d'intimider leurs adversaires. Dans un pays où on a criminalisé la parole militante, il y a un pays où on a criminalisé la parole critique. Bon, pour moi, ça ne me surprend pas. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle de l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas. Enfin, finalement, où sont passés les mousquetaires, j'ai envie de dire. Alors, Carlyle, merci de revenir là-dessus. Puisque, comme je le disais, le dernier alinéa de l'article 92 de la Constitution permet à l'Assemblée nationale de requérir la suspension de la détention de M. Bredoumi Soumaïla. À ce jour, en tout cas, jusqu'au moment où nous sommes sur ce plateau, rien n'a été fait. Alors qu'on sait, en tout cas on l'a entendu dans la presse, M. Bredoumi avait avisé le président de l'Assemblée nationale de son arrivée sur le territoire national, lequel lui aurait offert des garanties. Les députés, on a tendance souvent à l'oublier, c'est un pouvoir au même titre que le pouvoir judiciaire et au même titre que le pouvoir exécutif. Il y a 255 députés en Côte d'Ivoire. L'indignation, elle n'arrive pas, alors que l'un des leurs se trouve aujourd'hui dans des geôles. Alors que l'un des leurs est dans une situation dans laquelle ils pourront eux-mêmes se retrouver demain. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Parce que ces députés-là, ils obéissent quoi? À la logique du parti. Ils se disent aujourd'hui que s'indigner de ce qui est fait à l'un des leurs, c'est aller contre la volonté du parti. Moi, j'ai entendu tout à l'heure parler de la déclinaison de la décision du Conseil national. Il n'est pas à sa première convocation. Je pense que la première fois, le président de l'Assemblée nationale avait empêché qu'il puisse comparaître. Donc, oui, mais Carlyle, là aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale qui peut requérir la remise en liberté. S'ils ne le font pas, c'est qu'il y a un problème. Et donc, c'est un problème politique, c'est simple. C'est que vous avez qui était contre pouvoir à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, qui est confondu avec le pouvoir exécutif. Tout simplement. Et ça, il faut le dire. Le pouvoir législatif en Côte d'Ivoire aujourd'hui n'existe plus. Parce qu'à l'Assemblée nationale, vous avez des militants
qui revêtent une écharpe, qui ne sont pas là pour défendre les intérêts du peuple et qui ne peuvent même pas défendre leurs propres intérêts face à ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est grave parce que finalement, demain, on les retrouvera. On les retrouvera. Vous avez dit, Moussa le disait tout à l'heure, c'est arrivé dans les années 90. En 2019, c'est arrivé à M. Lobognon pour un tweet. C'est arrivé à M. Mangoua. C'est aujourd'hui M. Bredoumi qui est en prison. Le président a dit tout à l'heure, aussi une question qui est essentielle, Carlyle. La détention provisoire, c'est la règle aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dans des prisons qui sont surpeuplées à 300%, on estime qu'un individu comme Bredoumi Soumaïla ne peut pas être placé sous contrôle judiciaire. On estime comme dans tout en Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce que soyez poursuivi, je ne sais pas, même pour avoir volé une baguette de pain, c'est détention provisoire. Et quelle durée? Là où la loi vous impose une durée de détention provisoire de 2 ans, je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, je reçois des courriels de la maison d'arrêt de gens qui y sont détenus pour 7 ans. Pour 7, 8, 10 ans. Détention préventive. Une détention préventive. Donc aujourd'hui, jusqu'à quand sera aujourd'hui détenu M. Bredoumi? C'est une autre question et tout ça fait partie vraiment des interrogations que je soulève régulièrement sur ce plateau quant à la validité de la justice ivoirienne. Insa, moi j'ai une question assez intéressante pour vous. Finalement, c'est qui le prochain sur la liste? Quand on interpelle M. Bredoumi qui est en exil, c'est qui le prochain sur la liste? La question est intéressante parce que à entendre l'intervention de Moussa qui disait que M. Bredoumi a pris sur lui et qu'il est rentré. Mais il avait bien évoqué une des raisons, d'accord, à l'entame de son intervention, il disait qu'il faut situer en fait des faits. C'est intéressant, il faut situer des faits et il fait allusion en fait au contexte électoral. Voilà, donc il faut situer les faits par rapport au contexte électoral dont certains acteurs politiques ont pris des décisions, d'accord, ont pris des positions. Il faut aller droit au but. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Bredoumi est le seul député à avoir pris position contre le 4e mandat? Plein d'autres députés, Maître Blessy et plein d'autres. Est-ce que dans ce cas-là, en fait, suite à l'issue de la dernière réunion du CNS, on exécutera en fait ce mot d'ordre? Parce que là, le fait déjà de dire que le CNS donne, d'accord, donne le pouvoir à la justice, d'accord, d'agir, il y a une interférence qui n'est pas logique. Parce que le CNS n'a pas d'injonction à faire à la justice. La justice est un pouvoir normalement censé être indépendant. Donc elle doit suivre sa procédure. Donc l'interpellation de Bredoumi, du député Bredoumi, nous interpelle tous. Qui sera le prochain sur la liste? Parce que normalement, s'ils ont tous eu à participer contre le 4e mandat, on doit tous les interpeller. Parce que également Moussa a dit quelque chose de grave, excuse-moi cher ami, que d'autres jouissent de l'ancien statut de chef d'État. Non, il n'y a pas d'ancien statut de chef d'État. Si l'ex-président Laurent Gbagbo a eu à prendre des décisions qui vont dans le même sens que M. Bredoumi, on doit également l'interpeller. Ah non, on doit également l'interpeller. Donc est-ce qu'aujourd'hui on aura un tri sélectif qui sera inexplicable? Nous-mêmes, on ne pourra pas expliquer pourquoi, d'accord, Bredoumi et pourquoi pas un tel autre député. D'accord? Moi, je vais dans la logique. À partir du moment où on interpelle M. Bredoumi, il faut les prendre tous. On prend Bredoumi pour dire tout simplement que celui qui a immunité, là, on l'a pris. Donc ceux qui n'ont pas immunité, on va les prendre. Ah oui, mais c'est ça. Mais on va les prendre à quel moment? C'est le courage. Ne nous trompons pas. Celui qui a visé, c'est M. Tidiane. C'est la question que je vais poser. Celui qui a visé, c'est M. Tidiane. Attendez, non, il y a M. Tidiane, mais il y a aussi le Front commun. Voilà, donc M. Tidiane, M. Laurent Gbagbo. On va tous parce que vous avez parlé tout à l'heure de garantie que lui aurait donné le président de l'Assemblée nationale. Bon, là encore, c'est une émission qu'on a fait sur ce plateau pour dire c'est garanti, ça n'engage que lui, finalement. Donc derrière, en prenant M. Bredoumi, il y a une volonté d'envoyer un message clair. Non, mais le message est envoyé. Le message est envoyé. Et celui à qui c'est envoyé, il a reçu. C'est Tidiane Thiam, il a reçu le message. À Abidjan, ça s'appelle une commission. Oui, c'est clair, parce que oui, effectivement, quand on voit que quand M. Bredoumi était ici, il était avec le président Tidiane Thiam. Donc c'est un message qu'on envoie, ton envoyé que tu as envoyé à Abidjan, on l'a pris. Donc toi-même, là, si tu ne fais pas attention quand tu vas venir. Et donc c'est ce qui fait que, bon, ces derniers temps aussi, on entend parler d'un rapprochement entre le pouvoir et M. Tidiane Thiam. On ne sait pas si c'est vrai. Bon, ça aussi, c'est une autre paire de manches. Mais j'aimerais revenir. Moussa a dit un truc, effectivement.
il dit qu'il y a certaines personnes qui jouissent de ce statut d'ancien chef d'État. Non, Moussa, c'est pas parce que, je lui ai dit, c'est pas parce que le gouvernement veut faire en fait une part belle comment on appelle ça, au président Gbagbo. C'est parce que le président Laurent Gbagbo, c'est le terminus de ce régime-là. Si jamais ils se sont amusés à le prendre, ça ira dans une autre dimension que eux-mêmes, ils ne pourront pas maîtriser. Je l'ai même dit à une émission passée, il y avait le représentant du RHDP qui était là, je leur ai dit, mais vous tournez, vous prenez l'état-major du président, mais allez chercher lui-même, c'est lui-même qui a donné le mot d'ordre, c'est lui-même qui a envoyé les gens, allez le chercher. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller le chercher parce que s'ils le prennent, ça va aller dans d'autres dimensions qu'ils ne pourront pas maîtriser. Donc, on le laisse, il fait ce qu'il veut. Donc, soyez-en sûrs, ils ne pourront pas le prendre, ils ne vont pas le prendre. Ils vont laisser le président Laurent Gbagbo, il fait son truc, il dit ses choses, on le laisse faire ce qu'il a à faire. Donc, c'est ce que je voulais dire par. Le président n'est pas d'accord sur ça. Non, ne regardons pas, ne voyons pas Gbagbo comme le totem auquel le RHDP ne devrait pas toucher, non. Lisons même le comportement du président Laurent Gbagbo lui-même dans cette période-là. Et même juste avant les élections, Laurent Gbagbo est sorti clairement, il a dit qu'il n'appelait personne à faire quoi que ce soit. Il savait qu'il avait sa responsabilité pénale qui était engagée. Il a dit qu'il n'envoie personne et il n'envoie personne faire quoi que ce soit. Cependant, il soutient ceux qui sont dans la rue, qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est ce qu'on appelle responsabilité morale et idéologique. Il n'y a pas prison dans ça, là. Mais responsabilité pénale, là, il y a prison. Je suis convaincu que Laurent Gbagbo était conscient de ça. Voilà pourquoi il ne s'est pas permis d'indiquer ou de faire une proposition il a peur, verbale Gbagbo, dans ce sens. Il a peur de ce régime. Non, je ne dirais pas avoir peur, c'est ce qu'on appelle la prudence. Quand tu connais la brutalité, la violence du régime d'en face, tu prends les dispositions qu'il faut. Le régime, on parle de quelqu'un qui a fait combien d'années à la CPI. Président, on parle de quelqu'un qui a dit s'ils veulent la bagarre, ils auront la bagarre. À la suite de ça, on a eu des événements qui sont passés. La même chose qu'on reproche à Dylan Tamondi, s'il arrive à Abidjan, on va le prendre là. Mais le président Laurent Gbagbo, il est à Abidjan, il a dit ils veulent la bagarre, ils auront la bagarre, les gens étaient prêts pour la bagarre. Évite de mêler les contextes. Si tu me permets. J'aimerais juste que mon petit commentaire concernant le président Gbagbo, on va dire, il faut que ça reste au niveau du commentaire. Moi, je voudrais plutôt me prononcer. Voilà. C'est un peu mieux ou Non, je veux que ça reste au niveau du commentaire. Il y a des commentaires incendiaires. Non, je disais. Mais il y a quelque chose que le président Oro vient de dire qui effectivement rentre en ligne de compte dans le fait que, par exemple, on n'est pas allé chercher des poux dans la tête du président Gbagbo. Effectivement, il s'est bien prononcé. Dans le contexte. Il a bien dit que lui, il n'appelle personne, mais voilà, il soutient. Donc moi, je pense que c'était habile à ce niveau-là. Mais là où je vais chuter sur ce sujet-là, c'est vraiment pour nous autres qui avons voulu que après la séquence électorale, on passe plutôt du moins la séquence de la présidentielle, on passe à une séquence, on va dire, retour à la normalité, discussion politique, apaisement. Je pense que là, je pense qu'on a tiré le mauvais pion parce que là, ce que moi je vois, c'est une posture offensive du pouvoir. Voilà, je ne sais pas si ils embouchent la bonne trompette, mais moi j'aurais bien voulu que tout ça, qu'on n'aille pas à ce niveau-là. Malheureusement, on y est et je pense avec bon nombre de personnes sur le plateau que c'est pas Monsieur Bridoumi est un exemple. Au-delà même de l'exemple, on montre que en fait c'est après Damana Picasso, M. Bridoumi, je pense que on va aller chercher encore plus loin. Et plus loin, je vais taire le mot. J'aimerais faire juste une petite précision par rapport à Jean-Yves. En fait, à un meeting qui est hors du cadre, je dirais, électoral, en termes de temps
Laurent Gbagbo a dit s'ils veulent la bagarre, ils l'auront. Ça n'a aucun, je dirais, il n'y a pas eu de conséquences après. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de bagarre à la suite de ce que Laurent Gbagbo a dit ce jour-là. Il n'y a pas eu de bagarre. C'est un appel ou pas? Et non, ce n'est pas un appel. Laurent Gbagbo, c'est un meeting. Un meeting, c'est un lieu où on trouve ces militants, ceux qui sont là. C'est ce qu'on appelle une population acquise, un électorat acquis. Donc, du coup, Gbagbo a parlé pour faire plaisir à ceux qui ont payé le transport pour venir vous avez l'écouter. dit que vous-même vous avez dit que la justice est instrumentalisée. S'ils veulent vous trouver des chefs d'accusation, Je vais finir. Avec tout ce Pour que dire tu peux dire. Laurent Gbagbo, là, il a pris le soin sur lui. Et certainement ses avocats, ses conseils lui ont dit, Monsieur le Président, si vous ne parlez pas 2 jours avant les élections là pour dire que votre responsabilité pénale là, vous ne l'engagez pas dans ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo vient 2 à 3 jours avant les élections, dit qu'il n'a envoyé personne faire quoi que ce soit et il n'envoie personne faire quoi que ce soit. Cependant, il les soutient justement. Il a eu la prudence, je dirais l'intelligence de ne pas dire. S'il avait dit ça, s'engageait sa responsabilité pénale. Je vais finir. Ça ne change rien. Dans la période électorale, 1 semaine avant les élections, Tidiane Thiam a annoncé, je vais reprendre après Maître Kakou. Il a essuyé plein de crachats, plein de quoi ici, parce qu'il a dit que ce que Tidiane Thiam a dit ici à Paris à l'occasion d'un meeting, c'est-à-dire il nous reste 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire, ça pourrait lui coûter un certain nombre de poursuites. Et ça là, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Pour finir, Moussa, oui, Monsieur le Président, merci. ce n'est pas une offensive que lance le régime, c'est de l'oppression. Moi, rapidement, pour parachever, en fait, il reste 7 jours en fait, pour libérer le pays. En fait, c'est interprétation, hein, d'accord. Bon, chacun. Mais le juge va interpréter. Oui, non, mais c'est interprétation. Le juge va interpréter ça. Jean-Yves l'a dit. Hein. Il peut même dire, il peut même donner cette hypothèse que M. Ouattara, voilà, M. Ouattara ne sera plus au pouvoir parce qu'un des compétiteurs peut le battre. Donc c'est très léger. Bah oui, c'est vrai, bah oui, parce qu'on peut l'interpréter à diverses manières. Parce que là, en fait, ce qui prédomine, ce sont des motivations qui sont purement politiques. Parce que tout ce qu'on dit là, ce sont des motivations qui sont purement politiques. Les arrestations sont politiques, les interprétations sont politiques. Parce que moi, le fait de dire, par exemple, que je soutiens un braqueur, et si j'ai un engagement en tant que leader politique, vous imaginez en fait la bombe que ça fera? Dire que je soutiens des personnes qui sont dehors, ceux qui sont dehors, je les soutiens, mais ça engage bien évidemment aussi M. Laurent Gbagbo. Parce que non, ça n'engage pas sa responsabilité pénale. Non. Après, on est dans ça engage sa responsabilité morale. On voit de quel type de moralité tu as à soutenir un braqueur. Ça engage sa responsabilité. C'est moi qui ai envoyé telle personne aller braquer, ou bien je lui ai dit d'aller braquer, ça engage ta responsabilité pénale. Je soutiens des personnes qui posent des actes terroristes. Je soutiens des personnes qui posent des actes de vandalisme, des actes de vol, comme ce fut cité dans les 11 chefs d'accusation, peuvent engager, je le dis bien, peuvent engager pénalement, monsieur Laurent Gbagbo. Parce que dans l'interview en question, votre confrère, monsieur Alain Foka, après cette réponse de monsieur Laurent Gbagbo, lui a même posé la question en ce qui concerne sa responsabilité pénale. Donc arrêtez de dire que cela engage exclusivement que sa responsabilité morale. Parce que si la justice ivoirienne veut le poursuivre pour cela, il a tenu des propos et ces propos peuvent être pris comme preuve. C'est ce que je suis en train de dire. Ça n'engage pas sa responsabilité pénale. Ça engage sa responsabilité morale et idéologique. Sujet, voilà. Et le président Gbagbo a lancé ce samedi l'initiative, une nouvelle plateforme pour ouvrir à la libération immédiate et sans condition de plusieurs de ses militants arrêtés. Maître Kakou, votre regard sur cette initiative et quelles sont ses chances d'aboutir quand on vient de décrire une justice quasiment aux mains du... Très bonne initiative, puisqu'on avait regretté sur ce plateau, à la suite d'une déclaration de mon confrère Dadjer Rodrigue, que le PPACI n'apporte pas son soutien aux détenus de cette crise de post-électorale. Aujourd'hui, c'est officiel, puisque selon ce qu'il ressort des communicants de ce parti, cela se faisait déjà. Aujourd'hui, le PPACI nous annonce donc l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, avec donc une dizaine d'avocats commis à la défense de tous ces 1700 individus qui sont aujourd'hui entre les mains du régime d'Abidjan. Bonne initiative. Maintenant, je vois aussi que dans les moyens d'action de cette initiative, on nous parle de lobbying, on nous parle, en substance, on va activer des réseaux pour peut-être un peu faire pression
sur qui le peut pour obtenir donc de la justice ivoirienne, qu'elle puisse les libérer. Donc bonne initiative. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut apporter, alors même qu'on a parlé tout à l'heure du Conseil national de sécurité qui a dit son attachement à une justice, en tout cas à une justice sans impunité. On verra bien ce que ça donnera. C'est une initiative de plus dans la reconquête, selon le PPACI, des libertés individuelles. À suivre. Jean-Yves, je pense que finalement, c'est cohérent avec ce que le président Gbagbo avait annoncé pour refuser sa participation aux législatives. Effectivement, bah, en fait, là, on observe en fait une cohérence du président Laurent Gbagbo parce qu'effectivement, il avait refusé d'aller à ces élections-là parce qu'il estimait qu'il y avait eu après les morts, il y avait eu aussi certaines personnes qui avaient été arrêtées pour leurs opinions. Et donc, effectivement, là, parce que là, tu as dit qu'il a ouvert une plateforme pour la libération de ses partisans, je crois. Non, c'est plutôt pour la libération des prisonniers, De comme plusieurs de ces Maître militaires Vedette. arrêtés après Et la marche du voilà, 11. initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Donc, je pense que ça englobe encore une plus large partie parce que, en dehors même de ce 11 octobre où les arrestations ont commencé à pleuvoir, en dehors de ça, on a eu, je crois en 2024, le ministre Rodel Dosso qui avait été arrêté parce que apparemment on lui reprochait d'être à l'initiative de l'organisation d'une marche contre la cherté de la vie. Et donc, jusqu'aujourd'hui, il est encore en prison. Donc, le président Laurent Gbagbo a symbolisé, je vais dire, cette initiative-là parce il a dit toutes les épouses, voilà, il faudrait qu'ils apportent leur soutien à toutes les épouses et puis à toutes les familles de ces différents prisonniers politiques, bah, de ces différents prisonniers d'opinion-là, parce que ces derniers-là étaient pour beaucoup ceux-là même qui apportaient, je veux dire, de quoi manger à la famille. Et donc, il fallait leur apporter le soutien physique, mais aussi le soutien financier. Et donc, je pense que ça, ce qu'on appelle ça, cette initiative, je veux dire, est la bienvenue. Et comme on le disait tout à l'heure aussi, on l'avait dénoncé, voilà, comme on estimait qu'ils avaient été abandonnés à leur propre sort. Mais le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, par cette initiative aussi, essaie de essaie de repositionner son parti parce qu'il ne partira pas aux législatives, ils n'ont pas participé aussi aux élections présidentielles. Donc, c'est une façon pour eux d'être toujours au cœur du débat politique et ne pas se faire oublier. Donc, moi, voilà, souvent qualifié d'être plus ou moins un peu, pas sur tous les bords, un peu anarchiste sur les bords. Pour une fois, je vais rejoindre l'ordre, en tout cas de Maître Kakou. Bah, écoutez, on a, en dehors de la politique, on a un aspect humain. Et c'est vrai qu'avec mes très chers amis ici, on doit attacher à la question des prisonniers, je prie. Oui, mes très chers amis ici, qui ont déjà, avant le débat même en fait électoral, Maître Kakou, le président Jean-Paul Aureau, ont souvent cité, d'accord, le fait qu'on oublie les victimes. On oublie les victimes au-delà de la politique. Qu'est-ce qu'on fait du sort des victimes? Ils l'ont plusieurs fois noté après les différentes crises que nous avions connues. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on a sur cette conférence qui a eu lieu, je crois, le samedi dernier, samedi dernier, on a eu aujourd'hui en fait une conférence qui gardait un caractère humain. Au-delà même en fait de l'aspect politique de la chose, voir des hommes politiques parler des familles, parler de la situation des familles, parler des personnes emprisonnées, il faut souvent aussi faire cet exercice-là et ne pas oublier ce côté-là, parce que la politique malheureusement fait des victimes chez nous. Donc on a une logique, d'accord, suite aux différents courriers du PPACI, avec le comité central, le directeur exécutif, on a cette logique-là, d'accord, d'un chronogramme qui est bien établi et nous attendons de voir, au-delà des discours, d'accord, que seront les retombées, d'accord, des différentes actions qui seront posées, c'est-à-dire mobiliser des collèges d'avocats pour aller dans les différentes prisons, mobiliser aussi des fonds pour assister les différentes familles. Je pense que c'est une première étape, mais au-delà des discours, attendons véritablement si, d'accord, ces actions-là porteront de leurs fruits. Voilà. Président Jean-Paul Aureau. Moi, à la différence des autres, surtout de Jean-Yves, je ne parlerai pas de cohérence dans la démarche ou dans le discours du président Laurent Gbagbo. D'abord, cette rencontre a lieu, je ne sais pas à l'initiative de qui, les Messagères. C'est une organisation du PPACI? Visiblement non, c'est une organisation de la société civile.
Le PPACI, aujourd'hui, très souvent, tous ceux qui sont là-bas sont des sympathisants ou des militants, ceux qui sont en prison, du PPACI. Et on va chercher une organisation de la société civile avec laquelle on crée une plateforme pour venir soutenir les familles et ceux qui sont en prison. Le PPACI est où? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant qu'ils sont soutenus, on s'en va. Vous pensez qu'on lui a peut forcer la main pour Je s'occuper peux, des prisonniers pour politiques? l'instant, je constate Ok. que le PPACI a disparu dans cette action, je dirais, comme on l'a... L'ADN de la gauche. Humaine, humaniste, qui est profondément liée à la gauche. Et puis aujourd'hui, cette initiative est adressée à une autre organisation qui sont les messagères, qui est dirigée ou dont la C'est patronne le président qui est lance, l'épouse. la plateforme. Je crois que c'est une initiative C'est une initiative du parti parce que Parce le qu'on voit président qu'il y a Gbagbo plus- devait Les s'exprimer le samedi. messagères, là, c'est une initiative Non, du non, parti. Non, mais la Non. plateforme. L'ILOP. Même L'apparition le d'ILOP. Et rendez-vous je crois que dans était cette initié par plateforme, le ils ont PPACI. demandé qu'il y ait des membres de la société civile pour porter le message un peu plus haut. Mais je crois que Deuxième- On avait même toutes les organisations Deuxièmement. des droits de Oui, l'homme. c'est ça, c'est ça. Deuxièmement, moi, je n'arrive pas à comprendre. Dans une réunion, c'est vrai, le président Laurent Gbagbo est puissamment politique, où on est venu parler d'humanité et d'humanisme. On se débrouille pour glisser la question politique de la lutte contre le 4e mandat. D'abord, je me pose la question de savoir, on lutte contre le 4e mandat là, comment? J'espère qu'il va nous donner la méthodologie. Au-delà du discours, il va nous donner la méthode. Et troisièmement, bon, il a donné quelques pistes. Je crois que vous en avez parlé au-delà du soutien, la prise des avocats, tout ça. Il y a eu la question aussi du lobbying, c'est-à-dire discussion, négociation en dessous. Bon, ce que tu dis, 4e mandat, tu ne le reconnais pas là. C'est pas eux que tu allais discuter pour qu'on libère les gens. Ça, c'est une bonne question. Ou bien, c'est pas eux, on va aller discuter avec eux. Bon, tu ne reconnais pas le 4e mandat de Alassane Ouattara. C'est la signature d'Alassane Ouattara qui va libérer les gens là. Si le 7 décembre, là, Le 8 lundi prochain, édition spéciale en plus nos antennes. voilà, il peut dire, bon, je signe, tous ceux qui sont là-bas les sortent, mais comme tu ne reconnais pas ça là, toi, Laurent Gbagbo, tu as dit cette signature, tu ne la reconnais pas, vous qui êtes tenté de sortir, la retourner en prison. C'est ce qu'il va dire. Merci, Non, je ne Président. pense pas. Moussa, Sur ce sujet, déjà, moi, je vais féliciter le PPACI pour cette initiative-là. Pour moi, c'est cohérent dans la série de décisions qu'ils ont eu à prendre par rapport aux législatives. Et c'est surtout cohérent par rapport aux propos du président Gbagbo durant la période comment dirais-je, électorale, qui, pour la plupart de ces personnes-là, sont entrées en prison, comment dirais-je, au cours de cette période. Il a dit, je ne vous incite pas à sortir, mais je vous soutiens. Bon, disons, le soutien continue. Donc, c'est plutôt cohérent à ces niveaux-là. Là où moi, je suis un peu étonné, c'est effectivement, comme le président Oro a dit, où dans le cadre de cette initiative, on vient de parler de non au 4e mandat. Le président Oro a parlé de comment. Moi-même, j'ai envie de dire, et puis quoi, en fait? C'est ce que je vais dire. Bon, non au 4e mandat, et puis quoi? Parce que là, le 8, le président Ouattara, il va prêter serment. La Côte d'Ivoire va continuer de fonctionner correctement. Et, chose bizarre, lorsque tout ça, lorsque le président sera comment dire, quel est le bon terme? Investi. Comment on appelle Investi. investi, merci. Lorsque le président sera investi, effectivement, c'est avec le pouvoir et c'est sous la signature du président Ouattara que ces personnes-là pourront être libérées. Donc, pour moi, il faut arrêter, en fait. Il faut tourner la page, voilà, et puis il faut s'inscrire dans une nouvelle page pour qu'on puisse voilà, aller de l'avant encore. merci Moussa. Maître Kakou. Bon, on parle de comment ces personnes seront libérées, mais on aurait pu, moi, en tout cas, moi, je m'indigne de comment ces personnes ont été jugées. Vous savez, il y a un principe, celui du procès On ne demande équitable. pas la grâce. Hein, Parce qu'on ne demande pas, voilà, on ne demande pas la grâce ici. Regardez comment ces personnes ont été jugées. Ben, finalement, c'était l'abattoir. T'es sujet au groupe. C'était l'abattage. On n'individualise pas la peine.
on a mis en prison en Côte d'Ivoire, quand même en violation des dispositions du Code des procédures pénales, des mineurs de 11 ans. On prend des individus dont on sait qu'ils ont participé ou même pas participé, et puis c'est peine planchée pour tout le monde. 36, 36, 36, 36. Mais j'ai été amusé de lire ces condamnations. Car vous prenez de Gagnoa à Abidjan, c'était un mot d'ordre collectif, 36 pour tout le monde. Non. Est-ce que c'est sérieux? Vous prenez 800 personnes, non, 36 mois. Ah pardon, j'avais Vous pas. prenez 800 personnes qui sont condamnées et vous avez une peine commune à ces individus qui ne sont pas tous placés dans la même situation. Un individu qui sort et qui marche, ce n'est pas la même chose qu'un individu qui sort, qui marche et qui casse. Ce n'est pas la même chose qu'un individu qui sort, qui marche, mais cette fois qui brûle. Ce sont des délits différents. Et 36 mois pour tout le monde? Non, je m'en amuserais si ce n'était pas aussi grave. Moi, je me pose une question. C'est pas tout cela, est-ce que c'est pas un petit peu anarchique? Comme vous. J'aimerais savoir, vous qui on a appris, il n'y a pas de nos confrères d'Afrique Intelligence, qu'il y aurait une sorte de bisbille entre le président Gbagbo et le président Tidiane Thiam relatif à cette divergence stratégique à la suite de la décision du PDCI de participer aux élections législatives. Vous y croyez ou c'est de la peau de perlimpinpin, comme dirait un président ici? Franchement, je ne vois pas l'opportunité, en fait, d'accord, que le PDCI et le PPSI soient en bisbille, parce que les deux se cherchent de toutes les façons. Que serait l'intérêt aujourd'hui? De toute façon, Ça fait les choux gras de la presse de RHGP. c'est normal, c'est normal que ça. Bah oui, c'est normal que cela fasse en fait les choux gras, en tout cas du RHDP, parce que le RHDP aurait bien voulu en fait que dans cette aventure. Et il va parler de rapprochement entre le président Thiam et le pouvoir. Exactement, Jean-Yves l'a murmuré à l'instant, mais quel serait l'intérêt en fait d'accord que M. Tidiane Thiam se rapproche du pouvoir? Est-ce que vous pensez que le pouvoir RHDP ouvrira en fait grand les bras en fait au PDCI et le PDCI tombera en fait dans les bras du RHDP? Arrêtons, on n'est pas à l'époque en fait d'Henri Conan Bédier où il y avait une nécessité absolue. Aujourd'hui, Tidiane Thiam, comme d'autres l'ont murmuré aujourd'hui, Tidiane Thiam, on le met dans un vol pour Abidjan, appeler tous les dieux du ciel, il n'ira absolument pas. Pour moi en fait, bah oui, pour moi. Donc finalement, il avait raison de rester en France, parce que le président disait, oui, il est resté dans les salons fêtés. Avec les éléments qui sont à l'instant dressés par Maître Kakou. Mettez la caméra du président. Il avait raison, le président, il faut reconnaître, il avait raison. Enfin, si même Bredoubi, Jean va dire, si on a plus Bredoubi, c'est pas toi, mais pas moi. Enfin. J'ai dit. Donc ces affirmations étaient vérifiées. D'abord, je vais répondre à la question que tu as posée en premier. Entre Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, ça ne va pas. Vos sources? Non, ça ne va pas. Gbagbo est très fâché à lui. Mais Thiam devrait l'être aussi. Mais je vais aller plus loin. C'est-à-dire que ça, là, c'est pas nouveau. Hein. Je l'ai dit ici. Thiam a des méthodes qui ne correspondent pas à nos habitudes et à nos pratiques en Côte d'Ivoire. C'est la même chose qu'il a fait quand il est allé faire front commun, il a quitté Capsi. Il n'a parlé à personne. Il n'a dit au revoir à personne. Le PDC n'a pas quitté la Capsi. Président, attendez, donc vous allez dire que... On a entendu Blé Goudé dire ici que le PDC et Tidiane Thiam sont partis faire le front commun sans dire au revoir. On sait ce que ça veut dire. Il a utilisé cette formule, je dirais. Mais M. Kevin Dia a dit le contraire. Qui croit? Plus propre pour le dire. Et Tidiane Thiam, en allant aux législatives sans en aviser au président Laurent Gbagbo, ils étaient encore dans le front. Il n'était pas informé, par exemple, vous croyez? Nullement. C'est pas l'information que moi j'ai eue. Je l'ai dit ici, sur ce plateau. Le lendemain, j'ai dit front commun, là, c'est mort. Et je savais sur la base de quoi je disais ça. Je vous promets, il n'y a plus de coup de fil entre Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Je confirme cette information et j'ai dit que Tidiane Thiam a essayé par plusieurs fois à lui passer un appel. Et le président Laurent Gbagbo a refusé de le prendre. Oui, pour revenir sur ce que le président dit, effectivement, en fait, moi, je ne peux pas confirmer, mais je pense qu'on a quand même certaines informations, ou bien du moins, on a certains faits qui peuvent aller dans ce sens-là. Parce que pas plus tard qu'hier, j'ai vu une publication sur Meta, donc sur Facebook, où en fait, il y a un militant qui a appelé en fait à la solidarité du PDCI, en fait, en vue de soutenir cette initiative que le PPACI a mis en place. Et en fait, je crois qu'il y a Steve Beko, donc, qui est je crois il est le secrétaire national chargé de l'amélioration de l'image du parti, je sais pas, un truc de ce genre-là. Voilà, qui a eu, en fait, qui a fait un commentaire où il a dit, en fait, le PDCI s'est désolidarisé de cette action.
Voilà. Et donc, moi, je pense que ce sont des thèmes qui peuvent nous faire au moins croire ce que le président est en train de dire. La rupture est Comme quoi, consommée selon vous? oui, je pense quelque part qu'il y a quand même une cassure. Voilà, suite aux différentes décisions stratégiques qui ont été prises, le PDCI qui décide d'aller aux législatives en omettant tout ce qu'il y a eu comme, je vais dire, comme euh, dégâts lors de ces élections présidentielles, là, pendant que le PPAC, lui, décide d'être solidaire de tous ces prisonniers-là. D'autant plus que ils ont, comment on appelle ça, ce sont des actions qui ont été menées, je vais dire, conjointement, donc dans le front commun. À la suite de ça, on a des prisonniers. Est-ce que les prisonniers qui seront libérés, ou bien les personnes qui seront libérées sont forcément des partisans du PPAC? Je dis non, c'est le PPACI et le PDCI. Donc, quelque part, le PPACI peut-être se sent abandonné, donc a décidé de faire chemin seul. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a Steve, voilà, certaines personnalités du PPACI qui, en fait, qui le disent, je vais dire, à demi-mot, quoi. Au-delà de ça, hein, honnêtement, au-delà de ça, hein, tout le monde sait que ces deux personnalités-là ne s'apprécient pas, surtout Laurent Gbagbo, tout le monde le sait. Non, président, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire ça. Non, président, faut pas accuser. Président, on t'a donné un peu là. Faut pas prendre tout la main. On te donne la main, Dieu prend le bras, président. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Ne personnalise pas le débat. Nous nous souvenons tous de cette convention du PPACI où Laurent Gbagbo a véritablement lancé une diatribe à l'endroit de Thiam sans dire son nom. En parlant de financiers? Il n'a pas parlé des financiers, il a parlé de banquiers. D'accord. Il dit oui, parce que le banquier. Et c'était Bon, pas la Thiam première. a dit qu'il est dans les assurances. C'était pas la première sortie de Laurent Gbagbo à son endroit. Tout le monde le sait dans certains milieux. Malgré ses affaires fonds communs. Dans certains milieux. Bon, le front, vous savez, les coalitions, tout le monde sait qu'ils ne s'apprécient pas. On a entendu Thiam aussi dire un certain nombre de choses concernant Laurent Gbagbo. Comme quoi? Donc, Le serpent Quoi, dans le sondage, là? non. Il y a eu le serpent d'abord. Mais le serpent, qui est le serpent? Donc, et après ça, il y a eu la fameuse histoire du sondage que Laurent Gbagbo n'a pas apprécié outre mesure. Donc, ces deux personnalités-là, ils ne sont pas les meilleurs amis du monde. Hein. Ce ne sont pas les meilleurs amis du monde. Le Front commun, ils ont créé là. Et le PDCI s'en est rendu compte. Et c'est à juste titre que... C'est un regret pour eux, président du Front commun. Mais clairement. Mais bon, Parce qu'ils s'étaient je pense en fait le que PDCI est en train de se faire absorber par moi, le PPACI. je pense que en fait dans cette il y a pas mal de personnes qui ne voulaient pas, il y a deux types de postures de gens qui ne voulaient pas d'accord de ce front commun. Il y a une partie de la gauche frustrée par rapport à la démarche du PPACI, je vais parler par exemple du COGEP, MGC et tout cela. Et puis il y a aussi le RHDP. Mais parce que tout simplement le front commun a cassé la dynamique de la CAP. Donc je voulais mettre de l'eau à son je peux moulin, vous c'est dire tout. ici, il faudra en fait d'accord, quand on parle, on est responsable, il faut sortir des preuves. Il faudra en fait, au-delà des déclarations de M. Charles Blé Goudé, sortir des preuves, d'accord, en ce qui concerne la sortie du Il PDCI. est hallucinant. Mais je C'est peux le seul ici qui parle. Il n'a jamais apporté une seule preuve. Mais c'est lui qui demande aux gens d'apporter des preuves. Je peux m'exprimer, s'il vous plaît. Depuis quand toi tu as parlé ici, puis tu as apporté preuve. S'il vous plaît. Depuis quand toi tu as parlé ici, puis tu as apporté Je peux preuve. m'exprimer, s'il vous plaît. Je parlais des propos de M. Charles Blé Prochainement, vous, vous président. prendre ce siège-là. Je parlais... Vous êtes très électrique quand on parle de Blé Goudé. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est lui, à chaque fois qu'il parle ici, preuve. Pourtant, lui, il n'a jamais apporté preuve. Président, avec tout le respect que j'ai pour vous, puis-je continuer? Il faut continuer. Merci. Alors, je disais... Finalement, il est plus anarchiste que vous. Je disais, monsieur Charles Blé Goudé a tenu des propos, d'accord? Cela n'engage que sa personne. À quel sujet? Au sujet de la sortie, d'accord, de la CAPSI, du PDCI RDA, de la CAPSI, d'accord? Une sortie. Monsieur Mian, Kevin Mian, qui fait partie aussi de la CAPSI, a tenu ses propos en ce qui concerne l'information de la création du Front commun. Et les membres de la CAPSI étaient informés. Qui dois-je croire? Dois-je croire M. Charles Blé Goudé ou dois-je croire M. Kevin Mian? Alors, je prends ces informations avec des pincettes. Mais comme je l'indiquais... Pardon, je sais juste apporter que je vais juste dire que Charles Blé Goudé n'est pas n'est pas la seule personnalité de la CAPSI qui a affirmé que la démarche du PDCI de sortir, d'aller s'allier avec le PPAC pour créer le Front commun était une démarche cavalière sans informer le reste du groupe. Charles Blé Goudé n'est pas le seul à avoir fait cette déclaration. On va dire que deux contre un. Alors, merci, Madame Simone et Yves Gbagbo. D'accord, l'avait indiqué. Mais je vous invite aussi à... Si il y a des faits qui sont là, et ces faits sont intéressants. Nous avons une première rencontre d'accord de la part de certains membres du RHDP
membre du gouvernement avec la CAPSI. Allons rapidement. 2 jours après... RHDP, même pas du gouvernement. Oui, du RHDP. Donc du RHDP, bon, la plupart. Donc, du RHDP, et 2 jours à la suite, on a M. Georges-Philippe Ezalé qui assiste à une réunion de la CAPSI. Donc, c'est des éléments qui sont sourcés. Vous allez, en fait, c'est des éléments qui sont sourcés, il y a des vidéos. Donc, moi, je ne peux pas dire que le PDCI est sorti de la CAPSI, à ce que j'en sache. D'accord ? À ce que je sache, pardon. Je ne peux pas l'attester. Mais je le dis, effectivement, une forme de front commun entre le PPACI et le PDCI fera toujours grincer des dents parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contents. Le RHDP, naturellement, a toujours dit, en fait, d'accord, que son partenaire historique reste le PDCI RDA. Ils ont toujours fait des appels du pied au PDCI RDA et une partie de cette gauche qui est frustrée de la démarche d'accord du PPACI, je veux parler du MGC, COGEP et compagnie, bien évidemment diront que M. Tidjane Thiam, il est naturel que M. Tidjane Thiam ne s'entende pas avec M. Laurent Gbagbo, tout simplement. Moi, pour finir, juste 15 secondes. Non, président, c'est la Merci, réunion de président. Pour dire par rapport à ce que Jean va dire, qu'il y aurait quelques éléments de rabibochage entre le PDCI, oui. Ça commence mal, président, parce que là, on a Brédoumi qui est en prison. Donc, Non, c'est justement, le RHDP va jouer de la carotte et du bâton. Ils vont tendre un certain nombre de victuailles à un certain nombre de cadres. Pauvres et de PDCI, membres du ils sont un PDCI, appât. et le bâton sur les autres qui seront réfractaires à ce rapprochement-là. C'est ce que, ce sera ça la démarche Merci, du RHDP. Il nous reste 3 minutes. On va essayer de revoir un peu à la une aujourd'hui de la presse ivoirienne. Est-ce que Moustapha peut nous envoyer quelques unes afin qu'on puisse commenter avant de rendre l'antenne? il va nous envoyer l'avenir. Aujourd'hui, Norbert n'est pas là, donc la presse ivoirienne ne sera pas... Nous saluons Norbert Je qui suis est en vacances. J'aurais bien voulu mettre à sa place. J'aurais bien voulu mettre une photo. La dernière heure nous dit le duo est assez bombé, officiellement présenté aux militants PDCI. Maître Kakou, vous croyez que ce duo peut rafler le siège à Cocody facilement? Ce sera, je Sachant pense... que M. Yassé est très tensé sur ses déplacements en soutien à sa Bon, fille. je pense que sans grande surprise, le PDCI devrait rempiler à Cocody. Quand on voit le score fait par le président Alassane Ouattara à Cocody, voilà, et le taux de participation, c'est un bastion qui est quand même qui vote très Cocody PDCI. des Donc PDCI. je pense que ça devrait le faire. Jean-Yves. Oui, ouais, en fait, c'est parce qu'en face de Bombay et Yassé, il y a pas de, je veux dire, il y a pas d'adversaire. Sinon, les déplacements de Yassé, lui, je pense qu'on pourra revenir sur lui après, mais franchement, lui, je pense qu'il doit peut-être s'inscrire peut-être au commissi en tant que, Oh, mais non, non, je suis pas d'accord. Prochaine une. La génération, 39 femmes détenues sur un total d'environ 900 prisonniers. Le sens du combat de Laurent Gbagbo. Je passe la parole à qui se lance, Maître Kakou, Non, Maître Kakou, je pense 39 qu'il est- femmes, ouais, ça fait quand même un beau pourcentage de femmes aujourd'hui détenues. Quand on se souvient que la députée Zaoli du PPACI n'avait même pas eu accès à des serviettes hygiéniques, j'espère La qu'elles ont... suppléante de Michel Gbagbo. C'est ça. Et j'espère que ces 39 femmes-là ont des conditions de détention un peu plus dignes. Prochaine une. Casion déjoue le premier père Janou Lotos, Lamine Zana, président Jean-Paul Oro. C'est un duel à haut risque là. Dieu là haut risque, mais je ne pense pas que Occasion. mon aîné, puisse peser grand-chose devant Anne Loto. On termine avec l'intelligent ou pas? Bien sûr. L'avenir, peut-être? On n'a pas la vidéo. Voilà, l'intelligent, un message fort au nom du président Ouattara et audience. Comment tout le pleu se modernise? Président, pourquoi ce choix aujourd'hui de parler de tout le pleu? Non, tout le pleu, c'est la zone de Anne Loto. Et cette dame a, je dirais, une proximité avec les populations ou aussi avec le patron de ce journal. Donc je pense que d'une certaine manière, tout le pleu est mis en avant dans ce journal parce qu'elle a une proximité avec Alafé Ouakili qui n'est pas à reprocher. Mais pourquoi tu n'interviens pas sur la une Enfin, le message fort, oui. Non, mais en c'est fait, le c'est massacre ça. de Tiaro hier. Non, en fait, c'est ce côté où le vice-président, on ne s'en rend pas compte, est de plus en plus présent dans la vie politique et dans la vie publique ivoirienne. Là, c'est ça que vous voulez envoyer. En l'absence du président de la République, le vice-président est très présent parce qu'à un certain moment, on l'a annoncé lui aussi.
fatigué, mais aujourd'hui, il est présent. Donc, on pourrait, ça peut entraîner toutes sortes de supputations. Et nous, on trouve au sein de la rédaction de montrer que, voilà, la République fonctionne. Le président est absent, le vice-président assume son... Voilà, pendant son... Ah, le président est encore absent? Ah, il est à visiblement, il Il est à est... Abidjan, il n'est pas absent. bon, en tout cas, pour l'instant, Il prépare son investiture le 8 décembre. Ok. Bon, c'est lié au massacre de Tiaroy. C'est ça? À la une de l'intelligence. Oui, mais c'est lié, le message, en fait, la portée du message, en fait, est liée au massacre. Le vice-président est à représenter le président. Il Représenter le président. Moi, je pense qu'au-delà de ce message, en fait, il y a un sens quand même qui est plutôt bien aspect historique, parce que dans le massacre des Tiaroy, il n'y a pas que, effectivement, des Sénégalais, des tirailleurs sénégalais, il y avait aussi des Ivoiriens, il y avait pas mal de personnes. Il y a un volet historique, mais il y a aussi un volet qui ne dit pas son nom, parce que dans certaines officines, on parle d'un rabibochage qui est assez fort, en fait, d'un lobbying qui est assez fort, en fait, de la Côte d'Ivoire vis-à-vis du Sénégal. Je pense qu'il y a un économiste sénégalais hier qui a fait un démenti en ce qui concerne le plaidoyer de la Côte d'Ivoire par le biais de M. Alassane Ouattara auprès du Fonds monétaire international. Donc il y a véritablement aujourd'hui un aspect de rabibochage, de lobbying. Et puis je pense que M. Diomaye peut-être recherche aussi une personnalité tutélaire qui, Alassane Ouattara, pourrait, oui, bien être, parce que Alassane Ouattara, comme ce fut le cas de Macky Sall auparavant, Macky Sall fut une sorte de tuteur politique pour Ouattara. Donc, tuteur pas Macky Sall, non, Alassane Draman Ouattara. Oui, voilà, okay. en inversant les choses. Donc je pense que c'est de bonne manière. Au-delà du message historique, on peut avoir une portée aussi de... Merci beaucoup. Ouais, je vais saluer rapidement le styliste du président Laurent Gbagbo. Tu vois, vous avez vu, sa chemise le bouton était sur le côté. Ça permet de rajeunir le vieux. Donc, big up à ce styliste-là. Et puis, voilà. Moi, je saluerai la bâtonnière d'Abidjan, qui d'ailleurs a un beau message pour toi, Carly, qui te passe ses amitiés et ses salutations. Je l'ai rencontrée, elle est très dévouée, très investie pour le développement du barreau de Côte d'Ivoire. Je les ai souvent tensés sur ce plateau et bon, voilà, ça fait plaisir de savoir que des actions sont en œuvre et que, on espère, en tout cas j'espère moi personnellement, demain avoir un barreau d'Abidjan à la hauteur du barreau que nous avons ici, celui de Paris. Nous saluons tous les avocats. Moi, j'aimerais saluer, comme c'est le moment des salutations. Terminé, président. Ok, saluer Mme Esther Bois avec son cabinet Esther Bois Consulting qui nous a offert le vendredi dernier. Placement de produits. Non, il y a eu un événement effectivement vendredi dernier. Qui nous a offert une excellente soirée, la soirée de l'excellence entrepreneuriale africaine, où nous avons eu un moment de visibilité positive des entrepreneurs africains et on nous a servi un dîner exquis offert par AB Events. Ça a été un grand moment. Alors moi je veux juste saluer tous ceux qui mettent des commentaires, qui commentent avec beaucoup de passion en fait nos différentes vidéos, nos différentes diffusions d'émissions. En l'occurrence, les personnes, moi je dirais les personnes qui n'apprécient pas mes interventions parce qu'ils me permettent en tout cas d'être très structuré. Donc je fais attention à vos commentaires et continuez ainsi. Le modeste en tout cas. Merci beaucoup. Moi je salue en tout cas Donan Zanou qui m'a laissé un petit message sur LinkedIn, un message gentil sur LinkedIn. Je n'ai pas eu le temps de répondre. À JMDA. Vous avez salué le président que la dernière fois, quelqu'un que j'avais oublié aussi m'avait laissé un message. Pouloba aussi, grand fidèle téléspectateur de la bande Akali. Merci le plus fidèle, je dirais. Et tous pour vos retours. Et puis, bon, portez-vous bien et à très vite. Le 8 décembre, le rendez-vous est pris le 8 décembre pour notre édition spéciale consacrée à l'investiture, à l'intronisation. Oh là là, que vais-je dire? C'est une émission pour vous, l'anarchiste. Ah bah, écoutez.